Bonjour à tous, nous allons aujourd'hui faire le dernier chapitre de chimie qui s'intitule chapitre 18, stratégie de la synthèse organique. Donc nous allons parler de la synthèse organique qui est en fait la fabrication d'une espèce chimique à l'aide d'une transformation chimique. Donc dans cette leçon, nous allons expliquer quel est le matériel qu'il faut utiliser, pourquoi, comment est-ce qu'on peut calculer le rendement et également comment est-ce qu'on peut orienter la synthèse pour qu'un produit se fabrique et pas un autre. Donc je vous laisse prendre votre polycope et noter au fur et à mesure de cette vidéo. La synthèse organique va comporter trois grandes étapes. La première étape, c'est tout simplement la réalisation de la synthèse. C'est là où va se faire la réaction chimique qui va permettre de produire le produit qui nous intéresse, l'espèce chimique qui nous intéresse. Ensuite, une fois que cette synthèse est réalisée, eh bien, il va falloir isoler et purifier le produit que l'on vient de fabriquer. Et la dernière étape, bien évidemment, non négligeable, on va devoir analyser ce produit pour vérifier qu'on a bien fabriqué l'espèce qu'on attendait. Lors de ces différentes espèces chimiques, le chimiste il doit faire des choix. Parce que, eh bien, tout simplement, c'est un industriel qui veut gagner de l'argent, donc il doit avoir le meilleur rendement possible. Bien évidemment, ce travail, il doit le faire en réduisant les coûts et pour qu'il y ait le moins d'impact possible sur l'environnement. Et également, bien évidemment, pour lui et pour ses employés, il faut travailler dans des bonnes conditions de sécurité. Pour pouvoir réaliser ces choix, il faudra regarder attentivement les étiquettes pour pouvoir lire par exemple les pictogrammes de sécurité ainsi que les caractéristiques physiques et chimiques des réactifs et des produits, comme par exemple le point de fusion, le point d'ébullition, la densité, la solubilité. Il est absolument nécessaire de tout ça. On va donc notamment choisir les réactifs, leur quantité, le montage expérimental, est-ce qu'on utilise un catalyseur ou non, est-ce qu'il faut chauffer ou non, des gants, des lunettes ou une hotte. Et nous allons voir tout de suite quel est le premier montage expérimental que l'on va utiliser pour réaliser cette synthèse. Donc pour réaliser une synthèse chimique, on va utiliser un montage qui se trouve ici, qui est un montage de chauffage à reflux. Alors comment ça fonctionne? Eh bien tout simplement, déjà on va nommer les différents constituants de ce montage. Je vous laisse noter au fur et à mesure. Donc ici nous avons une potence. Ici nous avons un support élévateur, un chauffe-ballon, un ballon. À l'intérieur du ballon, on va avoir le mélange réactionnel. Et ici, à ce niveau-là, qu'on écrit sur cette flèche-là, on a un réfrigérant. L'entrée d'eau se situe ici et la sortie d'eau s'effectue ici. Le réfrigérant est ouvert en haut. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, quand on va en premier chauffer. Alors, pourquoi est-ce qu'on chauffe? Eh bien, parce qu'on a vu que la température était un facteur cinétique. Donc, quand on chauffe, eh bien, on va accélérer la réaction. Le problème, c'est qu'en chauffant, eh bien, on va créer une ébullition. Donc ça veut dire que les différentes espèces chimiques vont se mélanger par effet de convection, mais vont aussi passer sous la forme de vapeur, vont passer sous la forme de gaz. Et là, elles vont monter dans le tube qui se situe ici. Mais là, elles vont rencontrer des parois, parce que là, on a des parois, une double paroi. Elles vont rencontrer des parois qui sont refroidies par l'eau, parce que là, il y a de l'eau qui circule. On a dit entrée d'eau et sortie d'eau. Donc, au contact des parois ici qui sont refroidies par l'eau, eh bien, les vapeurs vont se condenser et vont retomber dans le mélange réactionnel. On dit que ce montage permet de chauffer en évitant les pertes de matière. Je vous laisse noter ce que je viens de dire.
Donc expérimentalement, souvent dans ce type de montage, on va rajouter dans le ballon avec le mélange réactionnel des pierres ponces ou des petites billes de verre dont le rôle est de réguler l'ébullition. Le support élévateur ici est absolument nécessaire, c'est un élément de sécurité. En fait, tout simplement, quand on va vouloir refroidir brusquement le contenu du ballon, eh bien on baissera l'élévateur. Le ballon, lui, va rester accroché à la potence. Et quand on baisse l'élévateur, le chauffe-ballon s'abaisse également, donc on va éloigner le ballon d'une source de chaleur. On va avoir également plusieurs types de réfrigérants qui se trouvent là. Là, c'est un réfrigérant à boule. Vous voyez les formes ici. On appelle ça donc un réfrigérant à boule. Il est intéressant ce réfrigérant parce que tout simplement on a une surface de contact avec l'eau froide qui circule dans la double paroi qui est plus importante que si j'avais une surface toute droite. On peut remplacer ce réfrigérant à eau par un réfrigérant à air, c'est-à-dire un simple tube, tout simple, qui va être entouré par l'air ambiant. Une fois la synthèse réalisée, eh bien, dans notre mélange réactionnel, on va maintenant avoir donc, notre produit, mais également les pierres ponces, les réactifs qui restent parce qu'ils n'ont pas réagi, des impuretés éventuelles, un autre produit qui ne nous intéresse pas mais qui a été fabriqué en même temps. Et donc il va falloir reprendre ce mélange réactionnel et arriver à enlever uniquement le produit qui nous intéresse. On va donc partir sur une étape qui s'appelle l'isolement du produit synthétisé. Donc pour isoler le produit synthétisé, eh bien en fait, les techniques vont dépendre de l'état physique du produit. Donc première possibilité, on a un produit qui est solide. Et alors là, c'est le plus simple, c'est-à-dire qu'on va tout simplement utiliser une filtration. Donc il existe deux types de filtration, soit une filtration simple, où là, c'est tout simplement un papier filtre à ce niveau-là, qui va être positionné dans un entonnoir, le tout étant suspendu par une potence. On va verser donc avec un bécher qui contient le mélange réactionnel, on va verser le tout dans l'entonnoir, et ce qui va s'écouler dans le bécher, ici, se nomme le filtrat. Notre produit que l'on cherche à récupérer va donc rester dans l'entonnoir. Cette filtration simple s'effectue uniquement par gravité, c'est-à-dire que c'est la gravité, le poids des différentes substances qui va faire qu'elles s'écoulent vers le bas quand c'est possible. C'est une technique qui est assez longue et qui n'est pas forcément très efficace. Pour plus d'efficacité, on va utiliser le montage qui se situe ici. Il s'agit d'une filtration sous pression réduite. On parle également d'une filtration Büchner. Comment ça fonctionne? Eh bien, tout simplement, nous avons ici une fiole à vide. Cette fiole à vide ressemble à un Erlenmeyer, mais en fait, elle est en verre beaucoup plus épais et elle est reliée par un tuyau à un système d'aspiration. Ça peut être une trompe à eau ou directement une pompe. À ce moment-là, ici, on va aspirer l'air qui est là. Et qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, si on aspire l'air qui est là, forcément, ça va aspirer également l'air qui est ici. On va donc verser le contenu de notre bécher qui contient le mélange réactionnel dans le haut du filtre Büchner. À ce moment-là, l'aspiration va accentuer le phénomène de gravité. Là, on a mis un papier filtre, le solide va donc rester ici et tout le liquide va être aspiré vers le bas et on récupérera le filtrat dans la fiole à vide alors que le solide restera dans le filtre. Ça va créer donc une filtration qui est beaucoup plus efficace parce que le produit solide qu'on récupère sera beaucoup plus sec. Si le produit est dissous, par exemple, eh bien, on va essayer d'utiliser la même technique de filtration, mais en premier, on va le faire cristalliser, c'est-à-dire qu'on va faire apparaître le solide. Puis ensuite, on pourra donc le filtrer.
Pour réaliser cette cristallisation, eh bien, on va modifier certains paramètres comme le pH ou la température pour diminuer la solubilité de l'espèce que l'on cherche à isoler, de manière à ce qu'elle précipite, c'est-à-dire qu'elle devienne solide. Cette opération porte également le nom de relargage. Si le produit est liquide ou dissous dans un solvant mais qu'on n'arrive pas à le faire cristalliser, eh bien à ce moment-là, on va réaliser une extraction liquide-liquide en utilisant une ampoule à décanter pour transférer des espèces dans un solvant vers un autre solvant. Donc pour cela, on va introduire notre mélange réactionnel qui contient le produit dans l'ampoule à décanter. Et on va rajouter un solvant qu'on appelle un solvant extracteur. On va agiter de manière à ce que le mélange se fasse correctement, puis après on laisse décanter, c'est-à-dire qu'on laisse poser. À ce moment-là, les solvants qui ne sont pas miscibles, on verra que c'est une des propriétés, vont se séparer. On va avoir le solvant le plus dense qui va être en bas, le solvant le moins dense qui va être en haut. On va observer deux phases. Et ensuite, eh bien, on pourra récupérer de manière sélective en premier la phase qui correspond au solvant le plus dense et ensuite on changera de récipient et on récupérera la phase qui correspond au solvant le moins dense. Pour pouvoir réaliser une extraction liquide-liquide, le solvant extracteur doit avoir trois propriétés. Donc, première propriété, elle est liée à l'espèce que l'on veut extraire. Tout simplement, l'espèce que l'on veut extraire, elle doit être plus soluble dans le solvant extracteur que dans celui de départ. Deuxième propriété, bien évidemment, pour pouvoir utiliser une ampoule à décanter, il faut que les deux solvants soient non miscibles. Et la dernière, qui est liée donc à la sécurité de chacun, est qu'entre deux solvants quasiment identiques au niveau des deux premiers points, eh bien on choisira toujours le moins toxique. Ensuite, eh bien, lors de l'agitation, on fera attention aussi, par mesure de sécurité, à dégazer régulièrement. Dégazer régulièrement, ça veut dire ouvrir régulièrement le bouchon ou le robinet, selon dans quelle position se trouve l'ampoule à décanter, pour éviter qu'il y ait une surpression. À la fin, quand on laissera décanter, là aussi on ouvrira le bouchon pour pouvoir faire couler librement le liquide à l'intérieur de l'Erlenmeyer ou du bécher. Si le solvant d'origine c'est de l'eau et un solvant extracteur organique, il faudra enlever le peu d'eau qui peut rester en présence du solvant organique. Et pour ça, on fait agir un déshydratant, un desséchant solide, comme le carbonate de sodium anhydre. On parle d'une opération de séchage. Je vous laisse le noter. On fait agir un déshydratant solide. C'est une opération de séchage. Pour améliorer la séparation, eh bien, on pourra réaliser à nouveau un relargage en rajoutant du chlorure de sodium, c'est-à-dire du sel. Tout simplement en rajoutant du sel, eh bien, on va rendre l'espèce à isoler moins soluble dans l'eau, puisqu'en général elle est moins soluble dans l'eau salée que dans l'eau normale, et donc on pourra mieux l'extraire. Je vous le laisse noter. Pour améliorer la séparation, on peut réaliser un relargage en saturant la phase aqueuse en chlorure de sodium. En effet, le solvant organique extracteur et l'espèce à isoler sont en général moins solubles dans l'eau salée que dans l'eau non salée. On va ensuite laver à l'eau la phase organique si on veut éliminer des espèces solubles dans l'eau. On peut également enlever le solvant extracteur en le faisant tout simplement évaporer s'il a une température d'ébullition relativement basse. Une fois qu'on a fait toutes ces opérations, on a fini l'étape 2 qui correspond à l'isolement. Alors, on est toujours dans la suite de l'étape 2, on a isolé, par contre, il peut y encore rester des impuretés.
Donc on va réaliser une purification. Ce sera la dernière étape véritable de notre synthèse avant l'analyse. Donc je vous laisse noter, la purification consiste à éliminer les impuretés dans le produit. Et là aussi, en fait, selon les différents produits, on va pouvoir utiliser des techniques différentes. Si le produit est solide, on va utiliser une recristallisation. Donc en gros, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on va faire fondre, on va dissoudre notre solide dans un solvant et ensuite on va filtrer et ensuite on va le refaire précipiter, donc on fait une recristallisation. Je vous laisse noter, cette technique est basée sur les différences de solubilité de l'espèce chimique et des impuretés. En général, on va avoir un produit brut qu'on dissout à chaud dans un solvant bien choisi, puis on laisse refroidir lentement. Les impuretés, elles vont rester dissoutes dans le solvant froid, alors que le produit de synthèse, il va se cristalliser. On refera donc une filtration et un séchage. Si le produit par contre est liquide, alors on va pouvoir réaliser une distillation. Et ici, vous avez le schéma d'une distillation fractionnée. Je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Donc, on va retrouver notre élévateur, notre chauffe-ballon et notre ballon. Le ballon qui contient maintenant le mélange de plusieurs liquides et également peut-être un peu de pierre ponce. On va chauffer. Donc, il va y avoir des vapeurs. Mais des vapeurs de quoi? On a deux liquides qui ont des températures d'ébullition différentes. Parce que, justement, cette technique, elle est basée sur la différence, je vous laisse noter, la différence de température d'ébullition de l'espèce synthétisée et des autres espèces. Ce qui signifie que quand on va porter à ébullition, eh bien, le liquide qui a la température d'ébullition la plus basse, c'est lui qui va s'évaporer. L'autre va rester sous forme liquide. Alors, il y en a un peu qui peut peut-être s'évaporer, mais c'est pas bien grave, je vais vous expliquer pourquoi. Les vapeurs, donc, vont monter. Et quand elles montent, ces vapeurs, elles se refroidissent, puisqu'on s'éloigne de la source de chaleur. Elles vont se refroidir, et là, les impuretés qui ont pu rester, on va dire, accrochées, qui sont sous forme de vapeur, eh bien, elles vont se condenser et elles vont retomber dans le mélange réactionnel. L'espèce chimique que l'on cherche à dissoudre, que l'on cherche à extraire, également, elle va retomber dans le mélange réactionnel. Jusqu'à ce qu'en fait, on arrive à un équilibre thermique, c'est-à-dire que là, au niveau du thermomètre, ici, vous allez voir la température petit à petit augmenter, jusqu'à ce que la température ici soit égale à la température de l'espèce qui va être extraite, donc de celui qui avait la température d'ébullition la plus basse. Il va donc pouvoir monter tout le long de la colonne, alors que les autres espèces, elles retombent. Et ensuite, quand il arrive là, eh bien, la seule porte de sortie, c'est par là. Donc, les vapeurs vont s'engager dans ce réfrigérant, qui est maintenant de forme droite, et au contact des parois refroidies par l'eau, eh bien, les vapeurs vont se condenser. Il est sous forme droite, tout simplement parce que l'on veut que le liquide obtenu par la condensation puisse s'écouler. Si on avait un réfrigérant à boule comme tout à l'heure, le liquide il resterait piégé dans le réfrigérant. Donc là, les vapeurs elles vont se condenser, elles vont former des petites gouttelettes de liquide qui vont tomber lentement dans l'éprouvette qui se situe ici. Ce qu'on va récupérer dans l'éprouvette, c'est ce qu'on appelle le distillat. Cette technique, elle peut être directement utilisée pour réaliser à la fois l'isolement et la purification de l'espèce chimique que l'on veut extraire.
Une fois qu'on a réalisé tout ça, eh bien maintenant, il faut vérifier que ce qu'on a récupéré, c'est bien ce qu'on voulait récupérer. Donc, on va utiliser certaines méthodes d'analyse et d'identification. La première méthode que l'on peut utiliser, on le note, c'est une chromatographie sur couche mince. La chromatographie sur couche mince est basée sur la différence d'affinité des espèces chimiques dans un éluent donné. On va utiliser la chromatographie pour des espèces qui sont liquides ou pour des solides et à ce moment-là, on les dissoudra dans un solvant. Ensuite, on va pouvoir réaliser bien des spectres UV, infrarouge ou RMN. On peut également réaliser des mesures de densité ou de l'indice de réfraction. Si notre produit est liquide, si notre produit est solide, on va utiliser cet appareil qui est là, qui s'appelle un banc de Koffler. Ce banc de Koffler, il va servir à mesurer la température de fusion d'un solide. Ce banc de Koffler, c'est comme une plaque chauffante, ici, sauf qu'il y a un point froid, et progressivement, il y a ce qu'on appelle un gradient de température. La température augmente jusqu'à un point chaud de 260 degrés. Ici, on a une échelle de température avec un curseur, là, qui permet de lire la température, et une aiguille à ce niveau-là qui va permettre de se positionner sur l'endroit où le solide va fondre. Donc concrètement, on déposera un peu de solide au niveau du point froid. Avec la spatule, ensuite, on le pousse doucement, 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 et on cherche à quel moment les premiers grains de solide commencent à fondre. Quand les grains de solide commencent à fondre, on met l'aiguille sur les grains qui commencent à fondre. Et avec l'index qui relie en fait l'aiguille à l'échelle qui est là, on va lire la température de fusion. Et maintenant, la synthèse en elle-même est réalisée. On a fabriqué, isolé, purifié, vérifié, identifié que notre produit était bien celui qu'on voulait fabriquer. Maintenant, il nous reste à calculer le rendement. Ce que l'on appelle rendement, grand R, c'est tout simplement la quantité de matière obtenue sur la quantité de matière théorique. La quantité de matière théorique, tout simplement, c'est la quantité de matière que l'on obtiendrait si la réaction était totale. Eh bien, pour calculer tout ça, c'est très simple, on va suivre la méthode suivante. Première étape, je vous laisse noter, on va équilibrer la réaction, donc rajouter les coefficients stoïchiométriques. Deuxième étape, on va calculer les quantités de matière des réactifs. Pour calculer les quantités de matière des réactifs, eh bien, soit on a un solide, et dans ce cas-là, la quantité de matière, c'est la masse sur la masse molaire. Ça marche aussi si on a un liquide ou on a un gaz. De tous les cas, il faut connaître la masse. Si on a un liquide, souvent on ne connaît pas la masse, mais on connaît le volume. Et dans ce cas-là, on utilisera la relation avec le volume et la masse volumique, c'est-à-dire que la quantité de matière, c'est la masse volumique multipliée par le volume divisé par la masse molaire. Si on a une espèce chimique qui est dissoute dans un soluté, dans ce cas-là, la quantité de matière sera la concentration multipliée par le volume de la solution. Une fois qu'on a calculé les quantités de matière de tous les réactifs, eh bien, étape suivante, on va déterminer quel est le réactif qui est introduit dans les plus petites proportions. C'est-à-dire qu'on va déterminer le réactif limitant. Pour cela, on va calculer le rapport N, quantité de matière de A, divisé par petit a, le coefficient stoïchiométrique qui était devant A dans la réaction, et on va le comparer à N de B sur petit b. Et là, on va pouvoir trouver le réactif limitant, c'est-à-dire celui qui va être introduit dans les plus petites proportions.
Si on a n de grand A sur petit a qui est inférieur à n de b sur petit b, ça va signifier que grand A est le réactif limitant. Si c'est le cas contraire, eh bien c'est B qui va être le réactif limitant. Une fois qu'on a calculé le réactif limitant, eh bien on va pouvoir déterminer, je vous laisse l'écrire, la quantité de produit formé. Donc si par exemple c'est C notre produit formé, eh bien on va pouvoir calculer grand C en utilisant les proportions stéchiométriques, c'est-à-dire n de C sur petit c, ça va être égal à n de A sur petit a si grand A est le limitant. Si c'est B qui est le limitant, et bien dans ce cas-là, n de C sur C serait égal à n de B sur B, vous avez compris. Eh bien, tout simplement, ce n de C serait égal à n théorique qui se trouve dans la formule du rendement qu'on a écrit précédemment. Une fois qu'on a calculé n théorique, eh bien, il faut calculer n expérimental. Et n expérimental, on le calcule toujours à partir de l'énoncé. Souvent dans l'énoncé, on vous dit on récupère 10 grammes d'acide benzoïque par exemple. Eh bien, à l'aide de cette masse, vous allez donc pouvoir calculer la quantité expérimentale que vous avez récupérée. Et quand on a fini tout ça, eh bien, il n'y a plus qu'à calculer le rendement.